J'ai cru avoir bâti la vie parfaite. Antoine Mercier, 33 ans, expert comptable, gagnant très confortablement sa vie en analysant les chiffres qui, eux, ne mentaient jamais, contrairement aux gens apparemment. Il y a 4 ans, j'ai épousé Camille Leroy, une jeune femme éblouissante de 26 ans, avec des cheveux blonds vénitiens et un sourire capable de faire oublier son propre nom à n'importe quel homme. Nous avions un arrangement qui semblait idéal. Je serais le pilier financier, le roc, la fondation de notre avenir, tandis que Camille transformerait notre grand pavillon de la banlieue chic lyonnaise en un véritable foyer. Pendant les 3 premières années, cela a fonctionné à la perfection. Je rentrais à la maison avec l'odeur du dîner qui mijotait, accueilli par une épouse qui me saluait avec un enthousiasme sincère, pour des conversations sur nos futurs enfants et nos projets de week-end. Camille semblait heureuse de gérer notre maison, décorant les pièces avec une attention minutieuse aux détails, organisant des dîners pour mes collègues où elle charmait tout le monde sans le moindre effort. Je lui faisais une confiance aveugle. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Elle n'avait aucune inquiétude financière, aucun stress lié au travail, aucune raison d'être autre chose que reconnaissante pour la vie que je lui offrais. La maison était à moi seul, achetée avant notre mariage, avec le crédit immobilier uniquement à mon nom et un contrat de mariage en séparation de biens. Camille avait accès aux cartes bancaires, une généreuse allocation mensuelle, la liberté de faire du shopping et de déjeuner avec ses amis quand bon lui semblait. Elle conduisait la Peugeot 3008 que je lui avais achetée il y a 2 ans, vivait dans un confort que je finançais en travaillant 60 heures par semaine. Que pouvait-elle vouloir de plus? Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Le changement a été si subtil au début que j'ai remis en question ma propre perception. Les virées shopping de Camille, autrefois de simples sorties hebdomadaires agréables, sont devenues des expéditions quotidiennes. Elle partait après le petit déjeuner et ne rentrait qu'avant le dîner, portant des sacs d'achat qui semblaient bien insuffisants pour justifier 8 heures passées hors de la maison. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient vagues et expéditives. Oh, tu sais, j'ai juste flâné en ville, j'ai déjeuné quelque part, je n'ai pas vu le temps passer, disait-elle d'un geste de la main. Les détails manquaient toujours. Quelle boutique? Où as-tu mangé? Qui as-tu vu? Ces réponses flottaient dans l'air, aussi consistantes que de la fumée. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, avec cette attention méthodique qui faisait mon succès pour repérer les anomalies financières. Camille prenait une douche immédiatement en rentrant à la maison, même les jours où elle prétendait n'avoir rien fait d'autre que de se promener dans des centres commerciaux climatisés. Son téléphone était devenu une extension de sa main, vibrant constamment avec des messages qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle inclinait l'écran dès que je m'approchais, le protégeant comme un secret d'État. Son apparence a changé, elle aussi. Maquillage complet juste pour aller au supermarché, tenue de créateur pour de simples courses, parfum appliqué avec le soin de quelqu'un qui s'attend à être remarqué, mais pas vraiment. Mardi soir dernier, j'ai trouvé un ticket de caisse dans son sac à main en cherchant mes clés de voiture. Le café des terreaux en centre-ville, deux plats du jour, 2 cafés crème, total 45,50 €. Quand je l'ai mentionné avec désinvolture pendant le dîner, Camille a à peine suspendu le mouvement de sa fourchette. Oh, j'ai croisé Sarah, une amie de la fac. On a déjeuné ensemble pour prendre des nouvelles, a elle répondu sans lever les yeux de son assiette. Mais elle n'a pas précisé le nom de famille de Sarah, n'a pas mentionné de quoi elles avaient discuté, n'a pas suggéré qu'on invite Sarah et son mari un de ces jours. L'explication n'existait que pour combler le silence, dépourvu des détails naturels qui accompagnent la vérité. Cette nuit-là, allongé à côté de ma femme endormie dans le lit que j'avais payé, dans la maison dont j'étais propriétaire, fixant les ombres projetées par les lampadaires à travers les fenêtres que j'avais choisies, mon instinct d'expert comptable s'est mis à hurler avec la même certitude que je ressentais en découvrant des fonds détournés. Les chiffres ne mentaient pas. Les schémas révélaient la vérité, et chaque schéma que j'avais observé pointait vers une conclusion de Camille me mentait. À propos de quoi? Je n'en étais pas encore tout à fait sûr, mais les fondations de notre vie parfaite s'étaient fissurées, et j'avais besoin de savoir jusqu'où allait s'effondrer pour que toute la structure ne s'effondre. J'ai pris mon téléphone dans l'obscurité, j'ai cherché détective privé près de chez moi, et j'ai enregistré un numéro dans mes contacts. Je n'ai pas appelé, pas encore. Mais j'allais le faire. Parce que l'homme qui avait construit cette vie méritait de savoir qui était en train de la détruire de l'intérieur. Et si mes soupçons s'avéraient exacts,
Camille Leroy-Mercier allait apprendre exactement ce qui se passait quand on essayait de voler un homme qui avait passé sa carrière à coincer des escrocs. Pendant 2 jours, j'ai lutté contre moi-même comme un homme qui se noie dans ses propres pensées. La part rationnelle en moi, celle qui était passée de comptable junior à analyste senior grâce à une réflexion prudente, insistait pour que je confronte Camille directement. Lui donner une chance de s'expliquer. Faire confiance à la femme que j'avais épousée. Mais ma part professionnelle, celle qui avait mis au jour d'innombrables cas de fraude en entreprise, savait mieux que ça. On n'accuse pas sans preuve. On n'abat pas ses cartes avant d'avoir calculé toutes les issues possibles. Et on ne donne jamais, au grand jamais, le temps aux coupables de construire de meilleurs mensonges ou de construire des preuves. Mercredi matin, je me suis assis dans ma voiture devant le cabinet Mercier et AMP, associé pendant ma pause déjeuner, fixant le contact que j'avais enregistré, Leroy, détective privé. Mon collègue Julien avait fait appel à René 2 ans plus tôt, quand son propre mariage avait implosé. Le meilleur investissement de ma vie, m'avait dit Julien. Au moins, je connaissais la vérité au lieu de vivre dans sa toile de mensonges. J'ai composé le numéro. Dubois Investigation a répondu une voix professionnelle, nullement surprise, portant le poids d'un homme qui avait entendu cette histoire un nombre incalculable de fois. J'ai besoin que vous suiviez ma femme, ai-je dit doucement, surpris par la fermeté de ma propre voix malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Je pense qu'elle me trompe, mais j'ai besoin de l'engagement de lancer des informations. Poser les questions nécessaires avec l'efficacité d'un médecin relevant des symptômes. La description de Camille est 1m68, cheveux blancs, véhicule distinctif Peugeot 3008. Son emploi du temps habituel, les créneaux horaires que j'avais observés, les changements de comportement qui avaient été révélés sur ce. Il a annoncé son tarif sans hésitation. 150 € de l'heure. Provision minimum pour 3 jours. Commencez demain, ai-je dit, avant de lui donner les informations de ma carte bancaire. Le jeudi matin est arrivé avec une normalité trompeuse. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions de budget, j'ai examiné des rapports trimestriels, j'ai répondu à des emails, tout cela pendant que mon téléphone reposait face vers le haut sur mon bureau, comme une arme chargée. À 11h47, il a vibré. René, le sujet a quitté la résidence à 10h15 en Peugeot 3008, plaque d'immatriculation visible. Actuellement au Café des Terreaux en centre-ville, table d'encre. Elle est avec un homme d'une vingtaine d'années, carrure athlétique, cheveux bruns. Le langage corporel suggère une grande familiarité, ils se penchent l'un vers l'autre, se tiennent les mains à travers la table. Je documente tout. Ma vue s'est brouillée. J'ai fermé la porte de mon bureau à clé, je me suis assis lourdement, forçant les à entrer dans des poumons qui semblaient avoir oublié leur fonction. 4 ans de mariage réduit à un SMS. D'autres mises à jour sont arrivées tout au long de la journée, chacune étant une frappe chirurgicale en plein cœur. René, les sujets ont quitté le café ensemble. Observation d'une longue étreinte et d'un baiser sur le parking avant de se séparer dans des véhicules différents. Je file le véhicule du sujet. René, le sujet s'est rendu directement à l'hôtel du Rhône en centre-ville. L'homme est arrivé 4 minutes plus tard dans une Volkswagen Golf GTI noire. Ils sont entrés dans le hall ensemble. Confirmation de l'enregistrement dans la chambre 412 sous le nom de l'homme, Bastien Girard. J'ai des images vidéo d'un baiser avant d'entrer dans le bâtiment. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai dit à mon assistante que je ne me sentais pas bien, et j'ai quitté le bureau. J'ai conduit sans but à travers des banlieues qui me semblaient soudain étrangères. Les mains tremblantes sur le volant d'une voiture que j'avais achetée avec l'argent gagné grâce à mon dévouement pour une femme qui, à cet instant précis, était mise dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. René, sujet sortant de l'hôtel, 15h52. Longue étreinte dans le hall visible à travers les portes vitrées. L'homme a embrassé le sujet pour lui dire au revoir près de l'ascenseur. J'ai une identification faciale claire pour les deux parties. J'ai vérifié les plaques d'immatriculation. Bastien Girard, 26 ans, adresse enregistrée à la résidence Les Peupliers, employé au club fitness et en tant que coach sportif. Un coach sportif. 26 ans. J'ai failli rire face à ce cliché, mais rire exigeait un souffle que je n'avais plus. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avant Camille. Quand elle a franchi la porte à 17h23, parfaitement à l'heure toujours, elle portait 2 petits sacs de shopping et qui donnaient du temps. La même femme qui avait embrassé un autre homme pour lui dire au revoir en croisant que m'a embrassé sur la joue avec les lettres qui avait été ailleurs. Comment ça s'est passé ta journée, mon chéri?
A-t-elle demandé joyeusement. Bien, elle réussit à articuler. Et la tienne? Oh, tu sais, j'ai couru un peu partout. J'ai trouvé quelques articles en solde aux Galeries Lafayette, a-t-elle répondu en montant immédiatement à l'étage pour sa douche post-adultère, un rituel que je comprenais maintenant avec une clarté écœurante. Je me suis assis à notre table de cuisine, ma table de cuisine, et j'ai fixé le vide pendant que Léo coulait au-dessus de ma tête, lavant les preuves de sa trahison. Vendredi et samedi ont apporté leur lot de confirmation. Les rapports de René arrivaient avec une précision d'horloger. 2 autres visites à l'hôtel. Un déjeuner où Camille et Bastien étaient assis si près l'un de l'autre qu'ils semblaient fusionner. Des reçus de cartes bancaires pour des frais d'hôtel que je finançais sans le savoir grâce à l'argent de poche que je donnais à ma femme. Dimanche soir, René m'a envoyé son rapport complet par email. Je l'ai ouvert dans mon bureau à domicile pendant que Camille regardait la télévision en bas, envoyant probablement des textos à son amant pendant les pages de publicité. Le document contenait tout, des photographies haute résolution, des fichiers vidéo, des horodatage, des confirmations de plaques d'immatriculation, et même des transcriptions de SMS que René avait capturées grâce au reflet sur les écrans de téléphone. J'ai regardé une vidéo de ma femme embrassant un autre homme sur le parking d'un hôtel avec une passion que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. J'ai vu des photos de se tenant la main lors de déjeuners intimes, se regardant avec l'intensité de nouveaux amants se découvrant l'un l'autre. J'ai lu des fragments de messages. J'ai hâte de te voir demain. Et Antoine rentre tard encore. On a toute l'après-midi. Mon prénom utilisé comme outil de planification pour son infidélité. Quand l'écran de l'ordinateur portable s'est éteint, reflétant mon visage à sa surface, j'ai vu quelque chose qui n'était pas là une semaine auparavant. L'homme qui le dévisageait était plus dur, plus froid, calculateur. Le mari qui avait fait confiance aveuglément avait disparu. À sa place, je tenais quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un email à maître Sophie Delorme, l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable de la région. Objet urgent. Besoin d'une consultation demain. Antoine, tu viens te coucher? A appelé Camille depuis le rez-de-chaussée. Ai-je répondu, ma voix parfaitement normale. Mais j'étais déjà parti. L'homme qui avait aimé Camille Mercier était mort. L'homme qui allait la détruire ne faisait que commencer. Lundi matin, je me suis porté pâle au travail pour la première fois en 3 ans. Camille a accepté mon explication de gastro-entérite sans poser de questions. Pourquoi douterait-elle du mari qu'elle trompait depuis 6 mois? J'ai attendu qu'elle parte pour ses courses matinales avant de conduire jusqu'au quartier des affaires de la Pardieu. Le cabinet de maître Sophie Delorme occupait le dernier étage d'une tour de verre et d'acier qui perçait le ciel comme une lame. Sa réputation l'a précédé jusqu'au hall en marbre. C'était l'avocate qui avait démantelé les vies de 3 politiciens de premier plan, de 2 PDG et d'un chef étoilé avec une précision chirurgicale. La rumeur disait qu'elle n'avait jamais perdu une affaire et l'adultère était impliqué. Assis face à son bureau en acajou, j'avais l'impression de consulter un général pour une stratégie de guerre. Sophie avait la cinquantaine, des cheveux argentés, et des yeux capables de disséquer des mensonges à 50 pages et fait glisser le rapport d'enquête complet de René Dubois sur son bureau sans préambule. Je veux divorcer, ai-je dit simplement. Et je veux qu'elle n'obtienne absolument rien. Sophie a examiné les documents avec l'attention méthodique d'un médecin légiste. Photographie, vidéo, reçu d'hôtel, capture de SMS, confirmation de plaque, elle a absorbé chaque détail tout en prenant des notes précises sur un bloc-notes jaune. 20 minutes se sont écoulées en silence avant qu'elle ne lève les yeux. C'est un dossier complètement armé, a-t-elle dit en tapotant les photographies avec un ongle manucuré. Un adultère documenté avec des preuves photographiques et vidéos sur plusieurs occurrences. Une preuve claire de tromperie et de trahison continue. En France, cela constitue un motif solide pour un divorce pour faute. Elle s'est adossée à son fauteuil en cuivre. Vous garderez la maison, elle est à votre nom propre. Grâce à votre contrat de séparation de biens, vous conserverez vos comptes, votre épargne, vos investissements, tout. Elle a été volontairement sans emploi tout au long du mariage, il n'y a donc aucun argument pour justifier une contribution aux charges du mariage qui lui donnerait droit à une prestation compensatoire lourde. Avec ces preuves, elle aura de la chance si elle repart avec ses vêtements. Quel est le délai? Ai-je demandé. Je peux avoir les papiers rédigés d'ici mercredi. Comment voulez-vous que l'assignation soit signifiée? A-elle répondu. Je me suis penché en avant.
Je m'occuperai de la remise en main propre moi-même au moment opportun, par huissier bien sûr, mais j'ai besoin de quelques jours avant qu'elle ne les reçoive. Pouvez-vous préparer les documents et attendre mon feu vert? Le sourcil de Sophie cesse légèrement arqué. Je ne veux rien savoir de ce qui pourrait compliquer cette procédure, a-t-elle averti. Ce ne sera pas le cas, l'ai-je rassuré. J'ai juste besoin de régler quelques détails d'abord. C'est votre calendrier, mais n'attendez pas trop longtemps. Et ne faites rien qui puisse compromettre notre dossier, a-t-elle répondu fermement. En quittant le cabinet de Sophie, je me suis rendu directement à la Banque nationale où je possédais des comptes depuis plus d'une décennie. Mon conseiller financier, Laurent Morel, m'avait aidé à tout gérer, de mes premiers crédits immobiliers à la qualification de ma retraite. Maintenant, il allait m'aider à me guider dans le divorce. Je demande le divorce, ai-je expliqué en étalant des documents sur son bureau. J'ai besoin de sécuriser chaque actif avant que la procédure ne soit lancée. Laurent a examiné mon profil financier avec une efficacité rodée. Votre compte courant est à votre seul nom, protégé. Votre assurance vie et vos portefeuilles d'investissement, protégés. L'acte de propriété de la maison, protégé. La seule responsabilité conjointe est la carte bancaire qu'elle utilise pour les dépenses du foyer, m'a-t-il informé. En moins d'une heure, la carte bancaire de Camille a été annulée et le solde réglé en totalité. J'ai ouvert un nouveau compte courant auquel elle ne pouvait pas accéder, j'y ai transféré le versement direct de mon salaire, et j'ai documenté chaque centime que j'avais dépensé pour Camille tout au long de notre mariage. Les chiffres donnaient le vertige. 180 000 € sur 4 ans. Près de 45 000 € par an pour financer le style de vie d'une femme qui utilisait cette liberté pour me trahir. Une dernière suggestion, a dit Laurent alors que nous terminions. Changez tous vos mots de passe. Compte bancaire, plateforme d'investissement, boîte mail, tout. Si elle a accès à la moindre information financière, éliminez-le immédiatement. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai joué la normalité comme un acteur respectant ses marques. J'ai embrassé Camille pour lui dire bonjour, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, j'ai mangé le dîner qu'elle avait préparé avec des mains qui avaient touché un autre homme l'après-midi. Nous avons regardé la télévision ensemble sur le canapé, sa tête sur mon épaule pendant qu'elle planifiait probablement son rendez-vous du lendemain pendant les coupures. Mais ailleurs, j'étais déjà parti. L'homme assis à côté de Camille était un fantôme. Le vrai Antoine Mercier avait 3 longueurs d'avance, orchestrant sa chute avec la même précision méthodique que j'appliquais aux audits financiers d'entreprise. Mardi soir, j'ai passé un appel à Damien Tessier, mon meilleur ami depuis l'enfance. Damien avait fait 2 missions de combat en tant que commando marine avant de monter une société de sécurité privée. Il avait été mon témoin, il s'était tenu à mes côtés quand j'avais promis d'aimer et d'honorer la femme qui détruisait systématiquement notre mariage. Damien, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit quand il a décroché. Tout ce que tu veux, mon frère. Qu'est-ce ce qui se passe? A-t-il répondu immédiatement. Ma femme me trompe. J'ai des preuves. Je demande le divorce. Tout est géré légalement. Mais il y a quelque chose que je dois faire avant, et j'ai besoin que tu sois là avec moi, et j'explique. Damien n'a pas hésité. Quand a-t-il demandé? Demain soir. Je t'envoie l'adresse par SMS, ai-je répondu. J'y serai, a-t-il confirmé. J'ai raccroché et j'ai fixé l'adresse de Bastien Girard. Appartement 3B, résidence Les Peupliers. Prenez la définitive dans son rapport complet, avec ses informations professionnelles, l'immatriculation de son véhicule, et même ses profils sur les réseaux sociaux. Bastien Girard, 26 ans, coach sportif, collectionneur de secteur de femmes. Je n'étais pas un homme violent. Je n'avais jamais donné un coup de poing de ma vie d'adulte, j'avais bâti mon succès par l'intellect et la persévérance plutôt que par la force physique. Mais certaines dettes exigent d'autres formes de paiement. Certains comptes devaient être réglés avant que les livres de comptes ne puissent être clos. J'ai affiché la dernière publication de Bastien sur les réseaux sociaux, un selfie torse nu à la salle de sport avec la légende « Mérité ». Son sourire était arrogant, satisfait, l'expression d'un homme qui pensait s'en tirer après un vol. Demain soir, Bastien Girard allait me montrer toute autre chose. Mercredi soir, 20h47. Je me suis garé sur le parking vibronné et fissuré de la résidence Les Peupliers avec Damien sur le siège passager. Le
complexe était exactement ce à quoi je m'attendais, un monument décadent dédié aux loyers bas et aux standards médiocres, où quelqu'un comme Bastien Girard pouvait se permettre de vivre avec un salaire de coach sportif. Tu es sûr de ton coup? A demandé Damien. Son ton ne comportait aucun jugement, juste l'inquiétude pratique d'un homme qui avait côtoyé la violence et en connaissait les conséquences. Je ne suis sûr, ai-je répondu. Nous avons monté l'escalier extérieur jusqu'au 2e étage, le phare rayonnant dans l'air humide de la nuit. L'appartement 3 se trouvait au bout du couloir, de la musique saturée de basses traversant les murs fins. J'ai frappé avec l'autorité d'un homme exigeant le paiement d'une dette en souffrance. La porte s'est ouverte. Bastien Girard se tenait là, vêtu d'un pantalon de jogging gris et de rien d'autre, l'incarnation même du jeune arrogant de 26 ans qui avait couché avec ma femme dans des chambres d'hôtel que je finançais à mon insu. Son corps était tout ce que le mien n'était pas. Jeune, sculpté, taillé pour le genre de passion physique qui comptait apparemment plus que 4 années de dévouement et de sécurité financière. Ouais, a-t-il dit, agacé par l'interruption, s'attendant probablement à un voisin se plaignant du bruit. Je n'ai pas parlé. Je l'ai bousculé pour entrer dans l'appartement, Damien me suivant immédiatement. Bastien a trébuché en arrière, la confusion cédant la place à l'alarme à mesure que sa situation devenait claire. Et, c'est quoi ce bordel? Vous êtes qui? A-t-il exigé. Je suis le mari de Camille Mercier, ai-je dit froidement. Le sang a déserté son visage comme les hauts d'un barrage rompu. Oh mec, écoute, je savais pas quelle était, a-t-il commencé désespérément. Menteur, les jeux coupés, la voix glaciale. Elle est mariée depuis 4 ans. Elle porte une alliance. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as commencé à la voir. Je te jure, elle m'a dit qu'elle était séparée. Elle a dit que son mariage était, a-t-il plaidé. Mon poing a percuté sa mâchoire avant que son excuse n'ait fini de se former. Bastien s'est effondré sur le côté contre le mur, choqué, le sang de sa lèvre fendue éclaboussant la peinture blanche bon marché. Il a essayé de se reprendre, a tenté de lever les mains pour se défendre. Mais Damien était déjà en mouvement, attrapant Bastien par la gorge et le jetant sur la moquette tachée. Reste à terre, a dit Damien calmement. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait fait pire que ça dans des pays lointains. J'ai donné un coup de pied dans les côtes de Bastien, 1, 2, 3 fois. Pas du tout sauvage et désespéré, mais des impacts délibérés, calculés, comme tout ce que je faisais. Bastien s'est recroquevillé en boule pour se protéger, en gémissant. Essayant de préserver son torse de dommages supplémentaires. S'il vous plaît, arrêtez. Je suis désolé, a-t-il haleté. Je m'accroupis, j'attrapais ses cheveux, et je le forçais à me regarder à travers le sang et les larmes. Tu restes loin de ma femme. Tu supprimes son numéro. Tu fais comme si elle n'avait jamais existé. Parce que si j'apprends que tu l'as recontacté, si j'entends même qu'elle est mentionnée en lien avec le sien, je reviendrai ici et je finirai ce que j'ai commencé. Est-ce que tu me comprends? Ai-je exigé. Bastien a hoché la tête frénétiquement, la terreur surpassant la fierté. Damien s'est penché, la voix calme mais empreinte d'une conviction absolue. Et si tu penses appeler la police ou parler à qui que ce soit de cette visite, ne le fais pas. Parce qu'on le saura. Et on reviendra. Et la prochaine fois, on ne s'arrêtera pas à des côtes cassées, a-t-il averti. Je me suis relevé, regardant Bastien de haut une dernière fois. Le coach sportif était brisé. Physiquement, émotionnellement, complètement. Sa belle gueule était temporairement abîmée, sa confiance anéantie, son sentiment d'invincibilité exposé comme l'illusion qu'il avait toujours été. Il guérirait. Ses côtes se ressoudraient, son visage redeviendrait normal, mais il n'oublierait jamais la leçon selon laquelle les épouses de certains hommes coûtent un prix bien trop élevé à payer. Nous sommes partis sans ajouter un mot. Mes articulations étaient à vif et en sang. Je les ai essuyées sur mon jean pendant que nous descendions les escaliers, ressentant quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction pour la première fois depuis des semaines. Ça va? A demandé Damien quand nous avons atteint la maison. Je vais bien, ai-je répondu. Tu as franchi une ligne ce soir, mon frère, a-t-il observé. Je savais qu'il avait raison. L'Antoine Mercier qui avait construit sa vie par une planification minutieuse et des voies légales avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un prêt à utiliser la violence physique pour protéger ce qui lui avait donné et pour punir ce qui le lui avait fait. Alors fais en sorte que ça en vaille la peine, ajoutait Damien.
J'ai conduit pour rentrer à travers les rues de la banlieue qui me semblaient différentes maintenant, transformées par ce que j'avais fait que j'étais sur le point de faire. La Peugeot de Camille était dans l'allée. Elle était déjà de retour de l'endroit où elle m'avait dit aller ce soir-là. Elle avait probablement retrouvé Bastien plus tôt dans la journée. Cela n'avait plus d'importance. Je suis entré. Camille était sur le canapé, regardant une émission de télé-réalité, mangeant du pop-corn dans un bol en céramique que je lui avais offert pour Noël 2 ans plus tôt. Elle a levé les yeux et m'a souri avec la même chaleur qu'elle me témoignait depuis le jour de notre mariage. « Coucou, comment c'était ta soirée avec Damien ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Bien. On a juste pris des nouvelles, ai-je répondu. « C'est sympa » a-t-elle dit en tapotant le coussin à côté d'elle. « Viens regarder avec nous. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. La femme que j'avais épousée. La femme à qui j'avais confié mon avenir, mes finances, mon cœur. La femme qui détruisait méthodiquement notre mariage depuis 6 mois tout en vivant dans le confort que je lui fournissais. Dépensant l'argent que je gagnais, dormant dans le lit que je payais. Le lendemain matin, elle allait comprendre exactement ce qu'elle avait perdu. Je suis fatigué, ai-je dit. Je vais me coucher. D'accord, mon cœur, a-t-elle répondu en m'envoyant un baiser de la main. Le même geste qu'elle avait fait des milliers de fois. J'ai monté les escaliers, je me suis mis au lit tout habillé et j'ai fixé le plafond. Mes articulations palpitaient. Ma poitrine sonnait creux, mais mon esprit était clair comme de l'éau de roche. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maître Sophie Delorme, les papiers sont prêts. Demain ? Ai-je tapé en retour. Demain matin. 9h, j'ai réglé mon alarme pour 6h. La dernière matinée normale de Camille était presque terminée, et elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Jeudi matin, je me suis réveillé à 6h comme prévu, j'ai pris une douche, je me suis habillé avec mes vêtements de travail avec la même précision que j'avais maintenue chaque matin pendant 4 ans. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai attendu avec la patience d'un prédateur qui a passé des mois à planifier l'attaque parfaite. Camille s'est réveillée à 8h30, son heure habituelle. J'ai entendu la douche couler, je l'ai entendu s'affairer dans cette routine matinale qui était devenue aussi prévisible que le lever du soleil. Elle est descendue à 9h15, vêtue d'une robe d'été jaune et de talons, le maquillage appliqué avec une précision artistique, les cheveux coiffés pour quelqu'un qui valait la peine d'être impressionné. Encore une virée shopping. Bonjour, a-t-elle dit d'un ton enjoué, attrapant son sac à main sur le plan de travail en granit que j'avais payé pour faire installer. Je sors pour quelques heures. Tu as besoin de quelque chose pendant que je suis dehors ? J'ai pris une gorgée de café délibéré. Je ne pense pas que tu iras nulle part aujourd'hui, ai-je dit calmement. Camille s'est figée, sa main s'immobilisant sur ses clés de voiture. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? A-t-elle demandé, la confusion s'insinuant dans sa voix. Ton petit ami ne pourra pas te voir. Il est indisposé, ai-je répondu. Le sourire est mort sur son visage comme une lumière qu'on éteint. Quoi ? A-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement. J'ai marché jusqu'au plan de travail où l'assistante de maître Delorme avait fait livrer une enveloppe en papier craft 1 heure plus tôt. Je l'ai ramassée et je l'ai jetée aux pieds de Camille. Elle a heurté le carrelage avec un bruit sec comme un coup de feu et les papiers se sont éparpillés. Des photographies, des SMS imprimés, des reçus d'hôtel, des rapports d'enquêteurs. Camille a baissé les yeux vers les preuves de sa trahison étalées sur le sol de la cuisine. Son visage est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à la terreur. Des photos d'elle et Bastien s'embrassant sur des parkings, des photos d'eux entrant ensemble dans des hôtels, elle rejetant la tête en arrière pour rire à quelque chose qu'il avait murmuré. Des captures d'écran de SMS intimes où elle se plaignait de son mari au milieu et planifiait des séances l'après-midi avec son magnifique coach. Une chronologie détaillée de chaque rencontre. Chaque mensonge, chaque instant de trahison documenté avec une précision médico-légale. Antoine, a-t-elle commencé, sa voix se brisant comme du verre. Tais-toi, l'ai-je coupé, à voix plate, sans émotion. Le ton que j'utilisais lorsque j'annonçais de mauvaises nouvelles à des clients dont j'avais découvert des détournements de fonds. Je sais tout. J'ai fait suivre des déplacements par un détective privé pendant 1 semaine. J'ai des vidéos de toi couchant avec lui dans des chambres d'hôtel que je paie. J'ai des photos de toi l'embrassant, lui tenant la main, riant avec lui pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour financer ton projet.
J'ai les reçus des hôtels que tu as facturés sur la carte bancaire que je t'ai donnée. Les genoux de Camille ont flanché. Elle a lâché son sac à main, les papiers crissant sous ses talons alors qu'elle trébuchait en arrière contre le réfrigérateur. Antoine, je t'en supplie, c'était une erreur. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle imploré désespérément. Ça ne voulait rien dire? Ai-je demandé, mon rire glacial, assez tranchant pour couper. Tu le vois depuis 6 mois. Tu masses mon pied tous les jours. Tu prenais une douche en rentrant pour laver son odeur de ta peau. Tu as pris mon argent, vécu dans ma maison, dormi dans mon lit, pour te taper un coach sportif de 26 ans dans des hôtels bon marché. Antoine, je vais y mettre fin. Je ne le reverrai plus jamais. On peut arranger ça. Je t'en prie, a-t-elle supplié. C'est déjà terminé. Je m'en suis assuré hier soir, l'ai-je informé froidement. Les yeux de Camille se sont écarquillés, et une véritable erreur remplaçant le calcul. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle demandé, la terreur gagnant sa voix. J'ai rendu une petite visite à Bastien. Il comprend maintenant que tu es hors limite. Il ne t'énuiera plus, ai-je expliqué. Je me suis approché, la dominant de toute ma hauteur alors qu'elle se pressait contre les appareils électroménagers que j'avais achetés. Mais ça n'a plus d'importance. Parce que tu ne vas plus être là. Antoine, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, les larmes coulant sur son visage, détruisant le maquillage qu'elle avait appliqué pour un homme qui ne la verrait plus jamais. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Ne jette pas par la fenêtre tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons? Ai-je répondu, ma voix s'élevant pour la première fois, 4 années de rage refoulée trouvant enfin un exutoire. Je t'ai tout donné. J'ai payé pour cette maison, j'ai payé pour ta voiture, j'ai payé pour tes vêtements, ta nourriture, tes virées shopping, tes rendez-vous chez le coiffeur, ton abonnement à la salle de sport où tu l'as probablement rencontré. Et tu as utilisé tout ça, chaque euro que j'ai gagné, pour entretenir une relation avec un autre homme. J'ai ramassé les papiers du divorce sur le plan de travail, ce que Sophie avait fait déposer électroniquement ce matin-là pendant que Camille dormait paisiblement à mes côtés. Je les ai jetés contre sa poitrine. Elle les a attrapés par réflexe, les mains tremblant si violemment que les feuilles bruissaient comme des feuilles d'automne. Je demande le divorce. Les papiers sont déjà déposés. Avec les preuves que j'ai, tu n'auras rien. Pas de prestations compensatoires, pas de partage de biens. La maison est à mon nom. Tous les comptes bancaires sont à mon nom. Tu n'as pas travaillé depuis 4 ans, donc tu n'as aucun droit sur les actifs, surtout avec notre contrat de séparation de biens, je déclare. Antoine, tu ne peux pas. Où suis-je censé aller? A-t-elle crié. Retourne chez tes parents. Va chez Bastien. Oh, attends, il ne voudra plus de toi. Va au diable, je m'en fiche, ai-je répondu froidement. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai grande ouverte, la lumière du soleil matinal inondant le seuil. Sors de chez moi. Antoine, je t'en supplie, a-t-elle gémi, pleurant à chaudes larmes maintenant, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, son apparence soigneusement construite se dissolvant. On peut aller voir un conseiller conjugal. Je ferai n'importe quoi. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ai-je demandé, ma voix tombant dans un registre calme et mortel, le ton qui a poussé des cadres d'entreprise à confesser leur malversation plutôt que d'affronter mes rapports d'audit. Je ne veux pas arranger ça. Je ne veux pas travailler sur notre mariage. Je ne veux plus de toi. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas la femme en qui j'avais confiance. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. Camille a essayé d'avancer vers moi, tendant des mains désespérées. J'ai reculé d'un pas. Si tu n'es pas hors de cette maison dans 10 minutes, j'appelle la police et je te fais expulser pour violation de domicile. Tu as 10 minutes pour prendre ce que tu peux porter. Tout le reste, je le donne à des œuvres caritatives ou je le brûle dans le jardin, ai-je affirmé fermement. Antoine, a-t-elle commencé? 9 minutes, l'ai-je interrompu. Camille s'est effondrée sur le sol de l'entrée, sanglotant si fort que son corps entier était secoué de convulsions. J'ai observé la scène sans émotion, ne ressentant rien d'autre qu'une froide satisfaction en voyant la femme qui avait détruit notre mariage faire enfin face aux conséquences de ses choix. Elle a fini par se relever, les jambes tremblantes, et a trébuché dans les escaliers. J'ai entendu des tiroirs claquer, des cintres s'entrechoquer, le son de quelqu'un dont le monde venait d'imploser essayant de sauver tout ce qui pouvait l'être des décombres.
Elle est redescendue en portant une valise bourrée de vêtements, de produits de toilette, de son ordinateur portable. Les affaires d'une femme qui était passée de propriétaire aisé à sans-abri en 15 minutes. Sur le pas de la porte, elle m'a regardé une dernière fois. Son visage était détruit, rouge, gonflé, zébré de larmes et de maquillage étalé. La beauté qui m'avait attiré était réduite à l'état d'épave humaine. « Je suis tellement désolé », a-t-elle chuchoté. Je lui ai fermé la porte au nez. Par la fenêtre, j'ai regardé sa voiture reculer hors de l'allée pour la dernière fois. Je l'ai regardé s'éloigner de la vie qu'elle avait méthodiquement détruite avec des mensonges et des trahisons. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais vide, creusé de l'intérieur, comme un bâtiment après une démolition contrôlée. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Une satisfaction froide et dure que justice était rendue, que les conséquences ont enfin rattrapé les arrêts. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maître Sophie Delors. Elle a signé les papiers du huissier. C'est fait. J'ai supprimé les messages et je me suis assis seul dans la maison qui était en train, complètement, irrévocablement mienne. Le divorce a été finalisé en un temps record. Camille n'a rien compliqué. Elle a signé tous les documents que Sophie lui a présentés. Elle a accepté une indemnité symbolique de 1 500 € pour solder tout compte, et a disparu de ma vie aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. J'ai tout gardé. La maison, tous les comptes d'épargne, les fonds de retraite, les portefeuilles d'investissement. J'ai fait changer les serrures le jour de son départ, j'ai fait don de la plupart de ses affaires à Emmaüs, j'ai jeté le reste dans des bennes. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, effacé toute trace de sa présence dans ma vie avec une minutie absolue. Ma routine quotidienne est redevenue ce qu'elle était avant le mariage. Travail, maison, solitude. Mes collègues savaient que j'étais divorcé mais ne posaient aucune question. Je ne donnais aucune information. Je suis resté le même expert comptable fiable et méthodique que j'avais toujours été, sauf que maintenant, l'homme derrière le bureau était plus dur, plus froid, moins confiant. La nuit, parfois, je m'allonge dans mon lit et je fixe le plafond en me demandant si le vide s'estompera un jour. En me demandant si je ferai un jour suffisamment confiance à une autre femme pour partager cette maison, cette vie, cette existence soigneusement construite. La réponse, la plupart des nuits, est non. Camille Leroy, elle a abandonné le nom de Mercier, travaille comme caissière dans un supermarché discount dans la banlieue et de la ville. Elle vit dans un studio dans un quartier où les sirènes hurlent toutes les nuits et où des barreaux couvrent toutes les fenêtres. Ses parents l'ont renié quand elle a débarqué chez eux pour chercher un abri. Son père, un homme que je respectais et avec qui j'ai passé les fêtes, a ouvert sa porte, a écouté ses explications larmoyantes et a rendu son verdict. Tu t'es déshonoré et tu as déshonoré cette famille. Ne reviens plus, lui a-t-il dit avant de fermer la porte définitivement. Elle a essayé de me contacter une fois, un long email décousu parlant de regret, de changement et de seconde chance. J'ai bloqué son adresse sans lire au-delà de la première ligne. Certaines portes, une fois fermées, le restent pour toujours. Bastien Girard a quitté la ville peu après notre rencontre. La rumeur dit qu'il était terrifié à l'idée que quelqu'un allait le tuer. Personne ne l'a revu depuis. Son contrat au Fitness Elite a été résilié sans explication, son appartement abandonné, ses comptes sur les réseaux sociaux supprimés. Parfois, la justice est expéditive et physique. Parfois, elle est lente et psychologique. Parfois, c'est les deux. Camille passe ses soirées seule, à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone. Des photos de la maison, de la vie, de l'avenir qu'elle a échangé contre 6 mois d'excitation avec un homme qui ne valait pas les dégâts qu'il a causés. Elle se demande si elle arrêtera un jour de regretter ses choix. Elle ne le fera pas. Le prix de la trahison, j'ai appris ça, ne se paie pas en une seule fois. Il se paie tous les jours, dans chaque conséquence qui suit, dans chaque porte qui se ferme, dans chaque nuit passée seule à se demander ce qui se serait passé si des choix différents avaient été faits. Je dors bien maintenant. Dans ma maison, dans mon lit, dans la vie que j'ai reconstruite sur les cendres de sa destruction. Et parfois, dans les moments de silence avant l'aube, je pense à la justice. Comment elle vient en pour certains, rapidement pour d'autres, mais finalement, inévitablement, pour tout le monde. Elle a appris cette leçon trop tard. Mais elle l'a appris jusqu'à la mort. Ça, je suppose, c'est suffisant.